Alors, c'est vraiment une avalanche de questions. Je vais demander, Enfin, tu pour patientes satisfaire un petit peu tout le Enfin, tu monde. patientes un peu. Parce qu'il y a un régisseur qui te fait Ah des oui, signes. oui, pas de problème. Ah non, non, vous le verrez pas, c'est électronique. Je suis Là, en maintenant, il train est de... averti, tu peux commencer. Oui, C'est pas pire, je monte sur la plateforme, Daniel me dit, c'est incroyable. C'est juste la deuxième ou troisième fois qu'il m'interviewe, il va s'habituer. Alors, effectivement, c'est incroyable. bien. Ça va être pour une autre fois. Enfin, on va commencer avec une Ça, c'est une bonne idée, ça. Bien. très bonne idée. Bon, ça n'a plus en voir clair. Si la guerre existe et que la Russie et les États-Unis sont en guerre froide, cela veut-il dire qu'avant, il y a eu de l'amour et qu'il n'y en existe actuellement? J'aimerais que tu expliques au niveau international. Bon, pour expliquer au niveau international, il faut expliquer au niveau cosmique. Parce qu'international, c'est du point de vue de l'humain. Du point de vue de l'humain, on peut se permettre d'haïr. On a toujours une juste haine, une juste colère, une juste paix. Et tout ça fait partie du monde de l'illusion, du mensonge cosmique de l'humain. Justement, j'ai une question sur l'amour cosmique. Pas un autre à passer en même temps. Là. Ben là, Parfait. Bon. Présentement, les Russes et les Américains s'aiment. Ils s'aiment à un point tel qu'ils sont prêts à échanger leur technologie. Même si leur technologie est transportée par des fusées Titan à tête nucléaire, c'est une technologie américaine qui va aller s'effondrer sur les sols russes et vice-versa. Et c'est de l'amour. Lorsqu'une personne haït quelqu'un, la personne détestée prend plus de place dans sa vie émotive que souvent que les personnes aimées. C'est de l'amour. Mais tellement mal canalisé par l'homme ancien qu'il se sert de l'énergie de l'amour pour la destruction plutôt que pour la construction. Mais c'est normal. Remarquez que l'homme ancien vit dans un monde mort, dans un monde du passé. L'homme ancien n'est pas un être vivant. L'homme ancien vit à partir de sa mémoire, donc de son expérience, ce qui fait que l'homme ancien n'est pas capable d'arriver à expliquer le neuf, à vivre dans du neuf, sans nécessairement le comparer à ce qu'il connaît, à ses mémoires, à son expérience. Alors, ne demandez pas à l'homme ancien de créer avec l'amour. Créer veut dire bâtir du neuf. Le neuf n'est pas existentiel dans la vie de l'homme ancien. Alors, il est beaucoup plus facile pour l'homme ancien de canaliser l'amour vers la destruction, parce que la destruction est la transformation des choses acquises, la destruction est la transformation des choses mémorisées. Donc, c'est beaucoup plus facile de détruire ce qui est pour le transmuer en nouveauté, en ruine ou en ce que vous voudrez, que de construire. Lorsque l'homme ancien est acculé au pied du mur, lorsqu'il ne vit que dans des ruines, alors là, l'énergie d'amour se réinstaure d'une façon constructive. Là, on veut la paix. Là, on fraternise. Là, le voisin, on veut l'aider. Et là, lentement, on rebâtit un monde neuf sur les ruines du monde ancien. Et seulement là, l'homme ancien peut se servir de l'amour d'une façon créatrice ou constructrice. Tandis que présentement, l'homme ancien vivant sur un monde créé, un monde construit, ne pouvant supporter plus longtemps la vie neuve, la vie instantanée, les choses neuves, l'intentionnalité, l'énergie créatrice. Alors l'homme se sert donc des énergies qu'il a pour pouvoir transformer ses mémoires. Ces mémoires, elles peuvent être psychologiques, elles peuvent être physiques, comme elles peuvent être matérielles simplement. Alors l'homme va donc détruire plutôt que de construire. Parce que ça devient plus facile pour l'homme de canaliser l'énergie de l'amour dans une force destructrice, ce que nous appelons la haine. Et cette haine est une amour qui va obliger les humains à changer de pays, à se battre, donc à voyager d'un territoire à un autre, à se connaître. Les Russes ne connaissent pas les Américains. Les Américains ne connaissent pas les Russes. Quand ils seront battus ensemble, contre le même ennemi, la peur, ils vont se connaître. L'amour unit les peuples. Si l'homme n'est pas capable de se laisser contrôler par l'amour, si l'homme veut contrôler l'amour, il détruit. Mais l'amour arrive toujours à son terme, l'union. L'amour est de l'attraction, c'est de l'amour cosmique. Si la guerre existe
et que la Russie et les États-Unis sont en guerre froide, la guerre froide veut simplement dire qu'on s'explose pas trop. Cela veut-il dire qu'avant, il y a eu de l'amour et qu'il en existe, ou il en existe, enfin la question est drôlement posée. De toute façon, il faut bien comprendre que l'être humain, que l'amour est la seule, on parle d'amour cosmique, que l'amour est la seule forme, disons que l'homme peut appeler ça une loi, mais c'est même pas une loi, c'est un principe, qui régit notre univers, c'est-à-dire notre création. Tout s'attire. Même les satires. Tout étant en constante attraction, obligatoirement, si vous ne pouvez pas émotivement, énergétiquement aller vers quelqu'un par amour, vous allez y aller par haine. Vous allez y aller de toute façon. Alors les pays font la même chose. L'être humain est une force qui présentement est pluralisée dans différents corps. J'en ai souvent parlé dans des conférences antérieures. Au niveau de la pluralisation de l'esprit dans différents véhicules terrestres, l'homme. Et la seule fonction de l'homme étant de restreindre l'évolution expansive de notre univers, l'homme doit, pour pouvoir accumuler sa force, bon, juste brièvement, parce que j'en ai souvent déjà parlé, puis on va y revenir à un moment donné d'une façon plus exhaustive. Lorsque l'esprit descend au niveau de la matière, l'esprit ne peut pas toucher la matière sans devenir matière. Lorsque l'esprit devient matière, la matière qui était de l'esprit, ou a encore aimé oublier qu'elle était de l'esprit. Lorsque l'esprit recommence à évoluer, je donne un exemple, lorsque la feuille d'un arbre tombe et devient de la terre, ben la terre qui est là se rappelle pas d'avoir été une feuille. Par contre, lorsque la terre devient une feuille, souvent, la feuille ne sait pas non plus qu'elle a déjà été de la terre. Même chose pour l'homme. Lorsque l'esprit devient matière, la matière, elle est matière et elle n'a plus aucune connaissance mémorielle ou instantanée de ce qu'elle a été ou de ce qu'elle est dans la réalité des choses. Lorsque l'être humain, lorsque l'esprit est arrivé chez l'homme, pour pouvoir supporter, c'est-à-dire pour que la matière puisse supporter l'esprit, le poids de l'esprit, le poids d'un savoir instantané, ce que déjà même l'homme évolué comme il est a de la difficulté à supporter. Lorsque moi je dis que lorsque je communique, je parle en relation avec un savoir instantané, c'est-à-dire qu'on me pose des questions et je n'ai pas besoin d'avoir expérimenté les choses pour en parler, ça frustre déjà les autres. Alors imaginez-vous, lorsque l'homme a de la difficulté à supporter mon savoir, qu'est-ce que ça va être lorsqu'il devra supporter le sien? Lorsque l'esprit arrive sur la matière, il doit se diviser pour pouvoir habiter des milliards de corps humains. Et chacun de ces corps humains a une petite parcelle de la conscience de l'esprit, et cette petite parcelle, elle n'est pas suffisamment puissante pour pouvoir devenir supérieure à l'expérience mémorielle de l'humain. Donc l'humain est un être expérientiel qui va accumuler de la mémoire, remplir son âme, devenir égoïque et avoir l'idée, le feeling qu'il est peut-être autre chose que de la Terre, mais il n'aura jamais la certitude. Lorsque l'évolution se fait, l'esprit tend à transformer les corps physiques pour les rendre plus solides et par la procréation, donc la réincarnation immédiate, c'est-à-dire lorsque les parents ont des enfants, génétiquement ils transmettent déjà un peu de leur caractère, de leur qualité ou de leurs défauts, du moins de leur caractère. Et lorsque ce qui va arriver simplement, c'est que l'humain doit se rapprocher de plus en plus pour la simple raison que l'esprit pluralisé dans chacun d'entre les humains doit redevenir un. C'est de l'amour. L'amour est une loi d'attraction. Quelle que soit la façon dont les humains vont être réunis, les humains vont être réunis. Lorsque l'homme est réuni et que lorsque l'homme a la faculté de pouvoir comprendre, lorsque l'homme devient mental, au minimum, lorsque l'homme devient supramental, lorsque l'homme entre en relation avec son esprit, lorsque l'homme devient un homme nouveau, automatiquement il comprend ce qui se passe, et là on parle d'amour intelligent, où la haine ne peut pas exister. Alors donc, l'amour cosmique est une loi d'attraction qui tend à ramener les choses comme elles ont été lorsque tout a commencé. Je ne veux pas, élaborer plus loin sur ce tout qui a commencé à un moment donné, sur cette création. Mais sache une chose, c'est que l'amour est un phénomène, un principe qui n'est pas régi par l'homme, qui n'a jamais été absent, qui n'a jamais été manquant, qui est présentement ignoré de l'homme, mais qui est toujours présent. Les nations devront s'unir, et les nations vont s'unir. La Terre, un jour, sera une planète, elle ne sera plus plusieurs nations. Et quel que soit le moyen employé, ce sera de l'amour. Si l'homme le canalise à son gré égoïque, ce sera sans doute par des apocalypses. Si l'homme se laisse canaliser par l'amour, ce sera contre son gré par des apothéoses. Maintenant, ça regarde les autres, ça ne me regarde plus.
Quelle est l'intelligence ou la raison d'être de la conscience collective qui empêche l'amour intelligent, comme le vit l'homme nouveau, de se faire conscientiser? Bon, alors je veux pas me... je vais, mais je veux pas, mais je vais. Je dis je veux pas parce que ça me permet de m'excuser, comme ça passe mieux. Mais la semaine prochaine, la conférence porte justement sur les limites de la conscience collective. Alors, je ne répondrai donc pas à cette question ce soir, étant donné que je vais passer 1 heure la semaine prochaine à parler que de la conscience collective, que des limitations imposées à l'homme par la conscience collective, donc on englobe exactement cette question-là. Alors, si la personne elle est intéressée, soit qu'elle se présente la semaine prochaine, soit qu'un jour elle se procure la cassette, c'est la semaine prochaine que je vais aborder ce thème. L'homme nouveau ne pourrait-il pas avoir de préférence dans son amour des autres? Oui. C'est bien, c'est bien. Regarde, Jacques. L'amour intelligent, c'est quoi? L'amour intelligent, c'est lorsque une chose doit être, elle est. C'est de l'amour intelligent. Tu ne peux pas aimer un enfant qui ne vient pas à toi, mais tu ne peux pas le haïr non plus. Lorsqu'un enfant vient à toi, tu l'aimes. C'est de l'amour intelligent. Et qu'est-ce qu'on entend par aimer? C'est que tu le laisses libre. Et si lui t'aime, il te laisse libre. Donc, il y aura une union limitée entre les deux, qui ne sera jamais restreinte. Lorsque l'enfant veut s'en aller, il s'en va. Et aucune souffrance, aucun entachement, aucune crispation, aucune trace malsaine n'est laissée dans les âmes des deux individus. Alors, l'homme nouveau fonctionne comme l'homme ancien par utilité. N'est-ce pas que les hommes, vous ne sortez pas avec les femmes que vous n'aimez pas ou les femmes qui ne veulent pas faire ce que vous voulez? N'est-ce pas que les femmes, vous ne sortez pas avec les hommes qui ne vous rapportent pas ce que vous voulez? Donc, on aime par utilité. On aime parce que ça marche, parce qu'on a quelque chose. Lorsque l'homme nouveau décide d'avoir, par exemple, un enfant, lorsque l'homme nouveau décide de rencontrer une femme nouvelle, lorsque les deux décident de vivre ensemble, c'est parce qu'ils ont ou ils ont au minimum une raison intelligente d'être de vivre ensemble. C'est que l'un et l'autre savent clairement, consciemment, que l'un et l'autre sont deux outils pour l'un et pour l'autre, et que si, par un commun accord, les deux acceptent de s'entraider, automatiquement, l'union des deux accomplira une chose formidable, l'avancement évolutif de l'homme ancien ou de l'homme nouveau. S'ils désirent avoir un enfant, ils sont déjà conscients que c'est préférable d'être en couple. Ça fait des enfants plus forts. Alors automatiquement, ils vont s'unir. À partir de quoi? À partir de la génétique qu'ils veulent léguer à l'enfant. Et non pas à partir de n'importe quoi, de l'émotif. Alors la femme ne tombera pas en amour avec le premier bonhomme qui va vouloir lui faire un enfant. Le bonhomme ne tombera pas en amour avec la première femme qui va vouloir lui faire un enfant. Lui se connaîtra et devra donc connaître la partenaire ou le partenaire avec qui il voudra avoir un enfant, et ils vont s'arranger pour pouvoir créer génétiquement et énergétiquement un enfant qui sera dans une possibilité d'évolution, d'apprentissage ou de contact avec son esprit, donc de contact supramental, disons plus avancé que si on y va n'importe comment. Maintenant, l'homme nouveau ne veut pas avoir un enfant Dieu. L'homme nouveau ne veut pas avoir un enfant pour aucune raison. L'homme nouveau sait très bien que lorsqu'il crée un corps plus organisé, plus solide, il permet à de l'esprit plus consistant de pouvoir venir pénétrer ce corps, et il permet donc l'évolution de la planète. L'homme nouveau a une conscience collective qui est galactique. C'est-à-dire que l'homme nouveau a une conscience individuelle qui englobe la collectivité et qui lui permet de considérer l'évolution de la planète plutôt que de considérer l'évolution de son propre personnage ou encore de l'évolution de sa famille ou de son petit drapeau. Vous savez, le petit bout de guenille qui flotte au bout des cordes. Bon. Alors, l'homme nouveau n'a donc pas besoin, l'homme nouveau va donc choisir, mais il ne choisira pas de façon émotive, exactement comme lorsque l'homme nouveau va acheter une automobile. Il ne fonctionne pas de façon émotive, il prend l'automobile qui lui va, et il va entretenir l'automobile comme elle doit être entretenue, c'est-à-dire de la meilleure façon possible, parce qu'écologiquement, c'est intelligent. Alors, la femme qui tombe en amour avec un homme, tombe en amour avec l'homme parce que l'homme lui rapporte des choses. La femme nouvelle va sortir ou va vouloir vivre une relation. Elle ne peut pas aimer l'homme nouveau avec qui elle sort plus que tous les autres humains. Elle ne peut pas aimer l'homme nouveau plus qu'une grenouille. Celui qui aime, aime tout. Celui qui n'aime pas tout, n'aime pas. Alors, la femme nouvelle qui sort avec un homme sort parce qu'ensemble, ils ont une raison intelligente de sortir ensemble. Et quand je parle sortir ensemble, je veux dire former un couple. Parce que l'homme nouveau, la femme nouvelle, le couple nouveau, vous les verrez peut-être jamais sortir ensemble. Ils vont vivre ensemble. Mais ils gardent leur individualité. S'il y en a un qui veut suivre des cours à l'école, il va suivre des cours à l'école. Si l'autre, il va aller prendre une marche, il va prendre une marche. Ils n'ont pas besoin de suivre des cours ensemble, prendre la marche ensemble.
Puis chicaner toujours parce qu'il y en a un qui fait pas assez de compromis pour l'autre. Comment se libérer de l'amour, de la jalousie en amour? Bon, une réponse très facile, aime pas, tu seras pas jaloux. Bon, on rit parce que c'est vrai. Bon. Je peux expliquer le principe, mais ça n'empêchera pas la faculté amique, l'âme de la personne qui est jalouse, de pouvoir comprendre. Un jour, l'homme doit s'instruire lui-même. C'est un processus qui demande une évolution mentale, une évolution de la parole, une évolution avec, disons, une rencontre ou un contact avec son ajusteur de pensée, une personnalité énergétique, enfin une personnalité, un mécanisme énergétique qui permet à l'être humain de pouvoir ajuster sa pensée. Alors, l'homme qui est jaloux, c'est évident que s'il n'aime pas de façon possessive, donc s'il n'aime pas de façon sélective, ne peut pas être jaloux. Celui qui aime cette femme, comme toutes les femmes, il ne peut pas être jaloux. Enfin, s'il est jaloux de toutes les femmes que sa planète, il est loin en arrière. N'aimant pas d'une façon possessive, on ne peut pas être jaloux. Présentement, le phénomène de la jalousie, ce n'est pas un phénomène que l'on peut régler par l'intellect. Étant donné que ce n'est pas l'intellect, le mental naissant qui le vit, c'est l'ego qui le vit. C'est le plan amique, le plan émotif qui le vit. Comment se libérer de la jalousie en amour? Si je veux répondre dans le cadre d'une conférence, il n'y a qu'une seule réponse, cesse d'aimer comme tu aimes et tu ne seras plus jaloux. Ça ne veut pas dire d'haïr, parce que l'homme ancien va se dire, c'est évident que si je l'haïs, je ne serai pas jaloux. C'est même faux. La haine et l'amour sont la même chose. Alors la femme avec qui on était, on l'haït. Elle sort avec un autre, on l'haït plus. Donc on est jaloux. On reste jaloux même si on haït. Haïssez votre voisin. Il gagne à la loterie. Elle l'haïr en maudit. Elle est jaloux. La haine et l'amour, c'est la même chose. Cette question se répond beaucoup plus dans le cadre d'un séminaire ou dans le cadre d'un face-à-face, plutôt, mais pas en conférence. Parce que ce serait de l'intellectualisation et ça serait une perte d'énergie. Étant donné la simplicité de tes conférences et de ce que tu dégages, à quoi sert tout le décor impressionnant qui t'entoure, musique, fauteuil, etc., et pourquoi continuer d'y fonctionner? C'est une question très intéressante. Étant donné la simplicité, ça, je suis bien content qu'on me le dise. Habituellement, on me dit que je suis compliqué. Bon. De tes conférences et ce que tu dégages, à quoi sert tout le décor impressionnant qui t'entoure? Bon, alors on va donc faire un petit historique. Le centre de l'universalité, ce n'est pas mon centre, je ne l'ai pas fondé, je ne l'ai pas parti, je ne l'ai pas ouvert. Alors, lorsque le centre a été constitué, il devait servir, et il sert encore à cela aujourd'hui, à la transmission des connaissances pouvant permettre l'amélioration de la condition humaine. C'est un homme d'affaires qui a parti le centre, qui a instauré le centre, et cet homme d'affaires a tout remis entre les mains de certaines personnes. Lui ne fait pas d'argent, d'ailleurs, le centre lui en doit encore beaucoup, et il ne veut rien savoir, il vient de temps en temps aux conférences, mais il ne gère pas le centre. Il a préféré que des personnes qui étaient dans le domaine, disons, de l'expansion humaine s'en occupent. Le chêne massif qui constitue les murs est un bois extrêmement compact qui permet la mémorisation des énergies, donc ça crée une ambiance relativement particulière qui est difficilement supportable à certaines personnes. Il y a beaucoup de personnes qui viennent visiter nos salles pour les louer et certaines, en rentrant ici, se sentent oppressées, écrasées, enfin ils sortent. Les peintures sont des peintures qui représentent différents personnages qui ont transformé l'humanité. Alors on a Moïse, qui a été l'instigateur de la religion monothéiste, donc la première religion à un seul Dieu. On a Pythagore, le père de la mathématique. Je crois que on n'a pas besoin d'expliquer comment la mathématique a changé l'humanité. On a le Nazaréen. Je crois que on n'a pas besoin d'en parler beaucoup non plus. On a Michel de Nostredame, le prophète qui hante encore la cervelle des hommes anciens par rapport aux apocalypses, et on ne sait jamais si ce qu'il a dit va ou non se réaliser. Alors lui aussi a donc transformé l'humanité, parce que si aujourd'hui on a peur d'une guerre entre les Russes et les Américains, c'est grâce à la prophétie de Michel de Nostredame, Nostradamus. On a peur de l'apocalypse, beaucoup plus que ce que Jean de Patmos a amené. Si on regarde le conte de Saint-Germain est celui qui a permis l'astralisation de l'âme de la femme. C'est lui qui a inventé les teintures pour cheveux, les teintures à linge. Il a inventé énormément de phénomènes pour la femme. C'est lui qui a aussi obligé les États-Unis à devenir indépendants de l'Angleterre. Donc, il a permis la création du seul peuple de liberté ou libre sur la planète, un peuple qui recevait toutes les sortes de races. Et ce sont donc les États-Unis d'Amérique.
Je crois que les États-Unis, maintenant, dirigent suffisamment la planète pour dire que ça a changé la face du monde. Paracelse, le père de la chimie, quoiqu'il était un alchimiste. Platon, le père de la philosophie, du phénomène de pensée. Salomon, le plus grand roi. D'ailleurs, le plus grand bonhomme aussi, si on regarde au niveau mâle, il y avait 400 concubines, c'est pas 4000. Les livres se contredisent. C'est le plus grand roi et c'est le premier roi à avoir demandé un cœur intelligent lorsque une entité intelligente lui a demandé ce qu'il voulait. Alors Dieu lui aurait dit, si tu veux des armées, je t'en donnerai. Si tu veux ceci, tu l'auras. Si tu veux des richesses, tu l'auras. Et lui, le bonhomme, il a répondu, non, je veux un cœur intelligent. Alors Dieu lui a dit, parfait, tu as ton cœur intelligent et avec cela, tout le reste. Si on regarde Hermès Trismégis, on regarde le caducée qu'il a dans la main, symbole de la médecine aujourd'hui. Alors c'est aussi le père de la médecine moderne. Tandis que les 3 autres peintures sont là, en ce qui me concerne, pour boucher les trous, mais ils ont une certaine affinité pour d'autres conférenciers. Alors chacun peut expliquer ces choses. Bon. Donc, le centre de l'universalité, ce n'est qu'un endroit avec des salles. C'est mieux que dans un hôtel ou dans un sous-sol d'église ou une salle d'école. Et il y a donc une forme énergétique qui permet à certaines personnes. Il y a beaucoup de personnes la première fois qu'ils sont venus me rencontrer. Pourquoi moi j'accepte de travailler dedans? Peut-être qu'un jour on va moderniser. Peut-être. Mais de toute façon, moi ça me va, je m'adapte. Ça va bien. Il y a des personnes qui sont venues me voir et qui me prenaient pour Satan. Voyant la peinture du Nazaréen, ils se sont dit, ah, peut-être c'est pas ça. D'autres sont venus en disant, ah, c'est une religion. Ah, ben non, merde, il y a, ah, ben peut-être que, ben, voilà. Alors, je crois que, écologiquement, c'est dur ce qui se passe ici. Ça fonctionne bien. Ça permet aux personnes de pouvoir s'ajuster. Ça crée donc une ambiance qui s'ajuste relativement bien. Les fauteuils vont avec le salon. Ça a été acheté chez un antiquaire à un moment donné. Le mien est confortable, le sien ne l'est pas du tout. C'est ce qu'on appelle être sur la sellette. Alors la question, elle est intelligente. C'est intéressant à un moment donné qu'une personne se pose la question, parce qu'effectivement, l'homme nouveau dans un décor ancien. L'homme nouveau n'a jamais été contre le monde ancien, et l'homme nouveau n'a jamais été non plus contre l'homme ancien. Ces personnages ont changé l'humanité, et je ne les vénère pas. C'est intéressant, de toute façon, de pouvoir se servir énergétiquement de ce qu'ils ont fait, parce que c'est sur la base, sur le sommet de la vie de ces bonhommes, que nous pouvons construire la base de notre vie. Alors, c'est tout à fait parfait. On leur dit pas merci, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, et puis nous, on fait ce qu'on a à faire. Et puis c'est merveilleux. Une question qui nous a échappé dans la première partie, c'est le Nazaréen aimait de quelle sorte d'amour? Ça t'a peut-être échappé, pas moi, parce que j'en ai parlé. J'ai expliqué que le Nazaréen aimait d'un amour qui n'était pas sélectif parce qu'il avait même parlé d'aimer ses ennemis. Le Nazaréen aimait donc d'un amour qui n'était pas de jouissance. Il ne tombait pas en amour parce qu'il ne pouvait pas tomber en amour. Il ne vivait pas d'un amour humain. Lorsqu'un enfant de 12 ans dit à ses parents qu'il le recherchait, bon, c'est pourquoi vous m'avez cherché? Il est temps que je commence à m'occuper des choses de mon père, de son esprit. Il s'est pas excusé, il a pas dit, ben oui, c'est vrai, j'aurais dû y penser, c'est pour vous inquiéter, puis c'est... Non, il aimait ses parents. Mais il aimait ses parents comme un enfant nouveau aime ses parents. Il les a instruits. Comme ça qu'on aime, on instruit. On libère. Alors il a libéré ses parents de lui. Parce qu'il les aimait. L'amour intelligent est-il l'amour de l'ensemble des humains et leur univers? Peut-il être l'amour de soi? Quand l'amour de soi devient-il de l'égoïsme? L'amour intelligent, c'est de l'amour. On ne peut pas dire c'est l'amour de l'ensemble des humains. Parce que si c'est l'amour de l'ensemble des humains, cela voudrait dire qu'un jour l'homme nouveau entrerait en guerre contre une autre planète. C'est de l'amour. Tout simplement. Et pas que des humains. C'est la compréhension cosmique instantanée des mécanismes de la réalité. On peut dire de la vie. De l'arbre, de la feuille, du soleil, de l'air, de soi, des autres, de tout. Sans jamais sélectionner. Donc, sans jamais se demander si on aime ou si on n'aime pas. On apprécie, on goûte tout. Sans le mémoriser et sans obliger la vie à répéter ce qu'on a aimé dans le passé, parce que sinon on n'aime plus la vie.
L'amour intelligent veut dire que lorsqu'on rencontre une chose merveilleuse, d'ailleurs tout ce qu'on va rencontrer devient merveilleux, et pas merveilleux tripant. Ça, c'est de l'émotion. Le corps réagit. Lorsque l'être humain, lorsque l'homme nouveau vit, automatiquement tout ce qui est perçu par sa conscience, qui est extrêmement vaste, fait partie de lui. Alors, vu que tout fait partie de lui parce qu'il est en union intime, en réunion parfaite avec ce qu'il perçoit, il ne peut pas haïr. Si l'homme nouveau dit « j'haïs telle personne », cette personne est inclue dans sa conscience, donc elle fait partie de lui. Étant donné qu'il s'aime, il aime donc les autres. Il ne peut pas haïr. À l'instant où une chose rentre dans la conscience de l'homme nouveau, c'est inclus maintenant. C'est compris. La chose est peut-être à un niveau de compréhension très basse. L'homme intelligent, consciemment, celui qui a de l'intelligence, de l'amour intelligent, comprend, le sait. Il ne peut pas dire, t'es bien stupide, la stupidité n'existe pas sur la planète. C'est comme de dire à un arbre, t'es bien cave de rester là dans la boîte. Mais l'arbre, il bougera pas parce que l'arbre n'est pas cave. L'arbre n'est pas stupide. On ne peut pas dire à un humain, t'es un imbécile, t'es un raté. Ça n'existe pas cosmiquement. Ça n'existe que dans le domaine de l'homme. Parce que l'homme vit dans un domaine de mensonge, d'illusion. Ce n'est pas la faute de l'homme. L'homme est placé comme ça pour l'instant, et c'est bien, mais l'homme va s'en sortir. L'homme résiste, il veut pas. Mais il n'y a personne de stupide. Alors, lorsque l'homme nouveau aime, une personne vient baver sur ses souliers, il essuie ses souliers. Il tourne la personne, puis qu'elle bave ailleurs. Mais il ne donne pas des coups sur la personne, il l'insulte pas. Si la personne lui dit « j'aimerais cesser de baver », l'homme nouveau pense que peut-être que la personne elle a maintenant la faculté de vouloir faire quelque chose et de comprendre. Il va lui donner quelques petites choses, pas plus. Pour pas lui nuire. On aide beaucoup plus autrui quand on leur nuit pas. Et on nuit énormément souvent quand on veut les aider. Alors donc, l'homme nouveau aime de l'amour intelligent, ça inclut soi. Ne se prenant pas au sérieux, son amour ne peut pas devenir de l'égoïsme. Mais s'il se prend au sérieux, l'amour devient de l'égoïsme. Lorsque votre âme décide de gérer l'esprit, ça devient automatiquement égocentrique. L'homme veut manipuler Dieu. L'homme veut aller dans le royaume de Dieu assis à la droite. L'homme veut rester boss. L'homme veut rester chef. L'homme veut ceci, l'homme veut cela. L'homme veut être sauvé. L'homme a un maître. L'homme est tout fier. L'homme, hey Gérard, j'ai un contact avec Dieu. Tout fier. C'est de l'ego. Je sais pas quel Dieu qui a eu un contact, mais il n'y a pas grand Dieu qui vient rencontrer un orgueilleux. Sauf à coup de claque d'un fesses. Alors donc, lorsque l'homme se prend au sérieux, lorsque l'homme découvre qu'il aime, et lorsque ça plaît à l'homme d'aimer, il vient de se faire avoir. Parce que s'il découvre qu'il n'aime plus, il va souffrir. Qu'est-ce qu'on entend par « tu enfanteras dans la douleur et tu connaîtras le bonheur » ? Ouais. Demandez ça aux femmes. Je vais vous conter une petite histoire. Il y a de cela un peu plus que jadis, sur une terre qui n'est pas trop lointaine et qui portait le nom ancestral de Lémurie, une forme d'animal qui avait la faculté d'évoluer cellulairement plus rapidement que la majorité des autres animaux et qui, à un moment donné, a été en contact avec une race, on peut appeler ça, disons, des anges, une race hyper évoluée. Et au contact de cette race, sa cellularité biologique s'est améliorée jusqu'au jour où ces animaux avaient la faculté d'être hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils avaient les deux sexes ou aucun sexe. Ils étaient capables d'enfanter. Chaque animal pouvait enfanter lui-même un être-té. À un moment donné, l'énergie qui permettait la vie, l'énergie vitale, a été focalisée au niveau du centre laryngé pour pouvoir permettre la parole et au niveau du centre cérébral pour pouvoir constituer un cortex associatif qui permettrait un jour à l'animal de pouvoir parler. L'énergie vitale nécessaire à la création d'un cerveau et du centre laryngé a été puisée à même la qualité ou la quantité d'énergie vitale permettant la procréation de l'animal. Alors l'animal a eu 2 fois moins d'énergie pour pouvoir se reproduire, ce qui fait que l'animal a cessé d'être hermaphrodite. Il a dû s'adapter, devenir sexué, de façon à s'unir avec un autre animal de son espèce pour que la moitié de son énergie vitale, mêlée à la moitié de l'autre, puisse constituer une totalité permettant la création d'un être. À partir de ce temps,
Ces animaux étaient sexués et enfantaient dans la douleur. Tu connaîtras le bonheur. Seul l'être qui a la faculté d'avoir un cerveau et un centre laryngé peut un jour arriver à parler, ajustant sa parole, entre en contact avec l'énergie supramentale, connaît l'esprit, donc se libère des mécanismes de planétaire. Tu enfanteras dans la douleur. Ça va de soi, tu es devenu sexué. Tu connaîtras le bonheur, ça va de soi, tu as plus d'énergie vitale pour pouvoir développer un cerveau et un centre laryngé, ce qui un jour va permettre à cette humanité qui enfante dans la douleur de pouvoir se connecter à son esprit, donc se libérer totalement de la terrestrification de l'époque. Je ne sais pas si c'est ce que l'on entend, mais voilà ce que ça veut dire. Deux questions qui sont reliées. Est-ce qu'un homme qui trompe sa femme peut aimer quand même sa femme? On ne trompe jamais sa femme. Et la suivante, il me reste un sentiment d'amour non malheureux, d'une ancienne relation. Cela n'empêcherait-il d'en aimer un autre? Peut-on aimer? Qu'est-ce que ça veut dire tromper sa femme? Ça veut dire avoir signé un contrat de quelque chose et ne pas rencontrer le contrat. Mais le contrat a été signé lorsque les deux êtres humains avaient des affinités ensemble. 2 semaines après, ils se trompaient déjà. Parce que ce n'était plus comme c'était quand ils s'étaient connus. 2 ans après, 10 ans après, ils se trompent régulièrement. L'homme ne pense plus à sa femme comme avant. Ça fait partie des entrelignes du contrat. Tromper sa femme, il faudra que le mot change. Si un homme couche avec une autre ou sort avec une autre, est-ce qu'il peut quand même aimer sa femme? Ça va de soi. Possiblement qu'il n'a plus besoin d'amour vital avec sa femme. Peut-être qu'il a appris à la connaître, à la vibrer sur un autre plan. Mais il restait encore un homme qui reste manipulé par le non-sevrage de son âme. S'il respecte trop sa femme pour pouvoir coucher avec ou la forcer tous les soirs ou tous les semaines, parce que, je dis pas que c'est le cas de tous les hommes qui font cela, mais c'est une chose qui arrive. Je peux rester avec ma femme et je l'adore. Je vais coucher avec un autre. Elle, ça se fait-tu, je m'en fous. Mais pas elle. Je coucherai plus avec elle. Ou de temps en temps. Je vais de temps en temps avoir, je redeviens animal. Je laisse ma femme en paix, je l'aime trop. Pas de l'amour animal, pas de l'amour. Avant, j'aimais des deux, fait que la bonne femme a passé au cash. Mais maintenant, ma femme, je la respecte, je l'aime d'une autre façon. Mais je suis encore animal, mais elle, je la vibre, elle est sur un autre plan pour moi. Je ne peux plus. Alors, je vais aller ailleurs. Est-ce que je peux aimer ma femme autant qu'avant? Plus qu'avant. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les hommes. Il y a des hommes qui aiment les femmes de la même manière. Mais il faut... Comme la femme qui, à un moment donné, sort avec un autre. Il y a quelque chose. Est-ce qu'elle déteste son mari? C'est rare que la femme qui sort avec un autre déteste son mari. Elle va chercher quelque chose d'autre plutôt que d'embêter son mari. Et elle est mieux à la maison après. C'est pas le cas de tout le monde. Je réponds d'une façon. C'est un point de vue. C'est un point de vue au-delà de l'humain, mais qui est existentiel, qui est réaliste. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il faut faire attention. Mais tromper sa femme, tromper son mari, c'est comme le petit gars qui joue avec un autre chum. Il trompe-tu ses amis? Non. Maintenant, si on me demande est-ce que c'est bien de coucher avec un paquet de femmes ou un paquet d'hommes, ça dépend simplement de vous, des femmes et des hommes. Hein? C'est une question d'écologie. Pas de moi. Ça n'a rien à voir avec les plans cosmiques. Vous ferez bien ce que vous voudrez. C'est pas correct, vous le saurez assez vite. Je sais que je suis, que l'homme dit doit s'initier à l'amour pour fusionner, pour devenir ce que l'homme appelle lumière. J'ai un sentiment pour toi. Bah ouais, c'est pas une question. Alors, 2 autres questions qui se... Ils sont similaires, hein? Ils sont sur des feuilles jaunes. Oui, même écriture. Comment peut-on à la fois ne pas avoir le choix d'aimer telle ou telle chose, amour ancien, et en même temps être conditionnable, comme ne pas aimer les Noirs ou ceux qui ont des jeans. C'est facile de répondre. L'homme nouveau qui devient... Parce qu'il faut bien comprendre que l'homme ancien est polarisé. L'homme ancien, il est de 2 façons. Il a en lui toute une mécanicité
toute une forme éducationnelle, archétypale, qui vient donc du fin fond des temps et qui est transmise par l'éducation, par la tradition. Et lorsque l'homme est bâti amiquement par ses parents, et lorsque ses parents n'ont pas su se libérer, l'énergie qui construit l'âme, de l'enfant, est une énergie qui automatiquement reçoit les mêmes archétypes, la même formation, la même pédagogie, la même éducation, la même structure de l'énergétique au niveau de l'âme, qui oblige automatiquement l'enfant, qui devient adulte, à être sélectif déjà au niveau du plan de l'amour, parce qu'il a toujours appris que l'amour, c'était ça. Mais en même temps, il y a un phénomène chez l'homme qui l'oblige à savoir que ce qu'il fait n'est pas ça. Le problème chez l'homme ancien, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il devrait faire, mais il sait que ce qu'il fait n'est pas parfait. Lorsque l'on parle de l'homme nouveau, ou même l'homme transitif avancé, du moins sur ce plan, n'est plus programmable. Tu vas lui dire, un blanc, c'est pas correct. Ils sont dangereux, les blancs. Et l'homme nouveau va dire, comment qu'un blanc peut être dangereux? Parce que lorsque l'homme nouveau observe une personne blanche, il observe en même temps un système musculaire, un système veineux, un système nerveux, un système cérébral, un système énergétique vital, un système énergétique astral, un système énergétique mental. Et là, il va dire, ça n'a rien à foutre avec le fait qu'il soit blanc. Alors, l'homme nouveau ne peut pas non plus haïr ou etc. un noir, ou un jaune, ou un handicapé, ou un détenu, ou un insocial. Il ne peut pas. Pour la simple raison que, comprenant la mécanicité qui constitue cet être humain, si lui serait dans les souliers de l'autre, il serait comme l'autre. Il n'aurait pas le choix. Alors, s'il est dans les souliers de l'autre et qu'il sait qu'il serait comme l'autre, il ne peut pas faire autrement que de l'aimer, l'autre. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas se dire, ah, moi, si j'aurais eu... Si tu aurais été exactement comme lui, ben, tu serais exactement comme lui, hein? Et ça, c'est clair. C'est pas de l'apprentissage. C'est vivant. C'est cellularisé chez l'homme nouveau. L'homme ancien est programmable, assujettissable, manipulable, parce qu'il vit dans une conscience collective. La conscience collective, elle est géniale, elle est intelligente. Merci, conscience collective. Mais aujourd'hui, c'est le temps qu'elle s'estompe, qu'elle disparaisse lentement pour permettre à l'homme nouveau de naître chez elle et de pouvoir vivre une conscience individuelle. Si un parent aime son enfant qui a 17-18 ans, il ne devrait pas intervenir dans sa décision, même si le parent est persuadé que l'enfant va à sa perte. Bon, l'enfant ne va sans doute pas à sa perte, il va sans doute vers lui. Et lui sera ce que lui sera. Si un parent aime son enfant, habituellement les parents aiment leurs enfants. Qu'ils les haïssent ou non, ils les aiment. Bon, ils ont une attraction pour eux. Il ne devrait pas intervenir dans sa décision. Il peut suggérer, il peut conseiller. Intervenir à 17-18 ans? Non, il ne devrait pas. Parce que lorsque l'enfant voudra revenir, s'il y a des problèmes, il ne reviendra pas chez ses parents si les parents sont intervenus. D'une façon radicale, non, l'enfant va se sauver. Même si le parent est persuadé que l'enfant va à sa perte, sachez une chose, ce n'est pas quand l'enfant a 18 ans que le parent doit être persuadé qu'il va à sa perte. Il aurait fallu qu'il soit persuadé quand l'enfant avait 12 ans. Si l'enfant est structuré de façon à faire confiance aux parents, de façon à poser des questions aux parents, si le parent, même à l'âge de 12 ans, l'enfant dit « je pèle à l'école, je trouve ça con », si le parent essaie de comprendre, de donner des raisons intelligentes et non pas de forcer l'enfant, si tout au long de l'éducation, l'enfant apprend à vivre avec ses parents comme si ses parents étaient des amis, si l'enfant va à sa perte, l'enfant va continuellement revenir voir ses parents pour pouvoir avoir des conseils, jusqu'au jour où les parents auront l'intelligence de libérer l'enfant des conseils pour que l'enfant puisse lui-même savoir de lui-même. Lorsqu'on arrive à un point, par exemple, où le jeune de 17 ou 18 ans veut, par exemple, de se lancer dans la drogue, être pusher, en vendre tout plein, puis pusher un peu, le parent sait très bien peut-être que ce n'est pas correct, sauf que le parent fait la même chose, mais disons que le parent ne fait pas la même chose. Il sait très bien que son enfant va vers la perte. Oui. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont été vers ce genre de perte et qui, aujourd'hui, aident la société. Il faut leur laisser le temps de perdre un peu, de découvrir que tout ce qu'ils ont appris ne tient pas debout. De découvrir que la société qu'on leur offre et dans laquelle on les oblige à se déformer pour être acceptés par la société n'est peut-être pas la bonne. Faut les laisser vivre.
Et si on aime suffisamment, on va toujours donner le conseil approprié, mais d'une façon tellement délicate, tellement diplomatique, que l'enfant aura toujours le loisir de l'accepter ou de la refuser sans qu'il n'ait besoin sans que ça paraisse. Alors, votre enfant a un auto qui est tout croche, les pneus sont usés à la fesse, vous passez à côté, puis vous lui faites remarquer, tes fesses te chauffent-tu? Alors, l'enfant peut répondre non. Si on parle souvent comme ça que l'enfant va trouver ça drôle. Ah bon, OK, non, c'est parce qu'à regarder ton char, je me demandais. C'est tout. L'humain n'est pas fou. Si un jour cet enfant-là a changé ses pneus, il va aller changer ses pneus. S'il ne connaît rien des pneus, ben là, on lui explique. Là. Ici, c'est la corde, ça, ici, là. Tu tires là-dessus, puis ça pète. Ben là, on lui explique. Si l'enfant sait tout, tu le laisses aller. Mon premier auto, moi, de toute façon, vous allez peut-être rire un peu. Moi, j'ai ri souvent. J'ai été acheter une auto parce que j'en avais besoin d'une. J'ai acheté une espèce de grand station usagé. J'avais jamais chauffé une auto de ma vie. Je l'ai pris à Verdun. Je restais à Montréal-Nord. Alors, il a fallu que je rentre avec jusqu'à Montréal-Nord par l'heure de pointe, sur le métropolitain jusqu'à chez nous. Alors, je l'ai faite. Mon gros handicap a été de savoir comment la faire reculer parce que j'étais placé, il fallait que je recule pour sortir de l'endroit où je l'achetais et je ne savais pas qu'est-ce que les lettres en avant voulaient dire. C'était un automatique. Alors, j'ai essayé le premier déclic, ça a reculé. T'es chanceux? J'ai reculé, j'ai été au garage mettre de l'essence, je me suis rendu chez moi. Par la suite, je savais bien que je n'avais pas de permis de conduire ni d'assurance. Alors, je me suis dit, il faudrait que je m'inscrive à un cours de conduite. Alors, j'ai passé 3 mois à aller à mon cours de conduite en auto. Et une journée, évidemment, je me suis fait prendre à un moment donné parce que je suis arrivé en même temps que mon professeur et on a stationné dans le centre d'achat nez à nez. Lui, il avait un petit char, le char d'école, moi j'avais mon gros station. Alors oui, j'ai eu plusieurs crevaisons avec cette auto. J'avais l'intelligence de vérifier la route de secours, elle était remplie, c'est parfait. J'ai eu une crevaison en m'en allant vers Québec. Faire une conférence, déjà à cette époque, j'étais un peu fou. J'ai eu une crevaison et la route de secours qui était pleine au départ était vide aussi en dedans. Alors j'ai appris. Oui, je me suis amusé. Les pneus à fesses, je connais ça. J'en avais 4. Je l'ai pété 2 en même temps à un moment donné. Environ un coin de rue Montréal, il n'y a aucun danger, tout allait bien. C'était très, très amusant, mais c'est comme ça qu'on apprend. Si la société serait plus compréhensive, on m'attaquerait moins les jeunes qui apprennent. Moi, j'ai été suffisamment fin, je me suis jamais fait prendre. Mais quelle est la différence entre moi qui s'est jamais fait prendre et celui qui sait toujours prendre? Aucune. Moi, je parais bien, lui paraît mal. On est pareils tous les deux. À un moment donné, il faut comprendre. Alors, le jeune, non, on glisse des conseils comme ça, puis on le laisse aller. Il a le droit d'être lui. Tu dis que tu ne penses pas. Comment fais-tu pour te référer à des images du passé qui sont gérées par la mémoire qui est la pensée? Intéressant, Square Saint. Il faudrait que vous reveniez. Les questions sont pas mal de fun. Comment faire pour se référer à des images du passé si on ne pense pas, étant donné que la pensée fait référence au passé? Mais il y a 2 choses. Lorsque l'homme pense, il pense qu'il pense. C'est-à-dire que lorsque l'homme trouve un filon, il laisse le filon défiler dans sa tête, et là, il le commente. Donc, il en parle. On appelle ça penser. Lorsqu'on me pose une question, ce que je fais, c'est que soit que je suis en contact réel avec l'intelligence spontanée, donc je n'ai qu'à parler, et m'écoutant parler, j'apprends moi aussi comme vous autres. D'ailleurs, ils sont témoins, moi aussi, je paye mon billet. Vu que j'apprends. Alors, je parle, je ne pense pas, je me laisse aller simplement, je corrige ce que j'ai à dire et j'apprends. Ça va bien. Lorsque je dois faire référence à un phénomène du passé, donc lorsqu'on me pose une question, par exemple, que penses-tu du Nazaréen, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, ou on peut parler de n'importe quoi d'autre du passé. À un moment donné, on me parlait des guerres, on me parlait du terrorisme la semaine dernière, j'ai presque été terrorisé. Certains ont pu voir. Alors, je me suis ramassé dans le passé, j'ai été vérifier ce qui se passait. Dans la mémoire de notre planète, il y a dans le ciel, donc dans la mémoire de notre planète, là où il y a le monde des morts, là où l'être humain va bâtir sa phase purgatorielle, là où l'être humain, végète un peu en attendant des choses, soit de se réincarner, soit de se paradisier. À l'intérieur de cela, il y a la mémoire de ce que tous les êtres humains ont pensé. Dans la petite école, on me disait que c'était un grand livre dans lequel tout était écrit. Ce grand livre porte un nom hindou de Annales Akashiques. Ce phénomène anal-akashique est le séraphin, donc le périsprit de l'enveloppe du ciel, la limitation parfaite du ciel. Et à l'intérieur de cette limitation est inscrite la mémoire directe, la mémoire non colorée, la mémoire événementielle de tout ce qui s'est passé à l'échelle de notre planète. Alors, je n'ai pas besoin de penser, de fouiller dans mes mémoires, savoir si j'ai lu ou non. Je n'ai qu'à fouiller, à me référer à cette mémoire. Et automatiquement, je peux parler des choses telles qu'elles sont.
J'ai déjà expliqué ici qu'un jour, j'ai fait une conférence sur la cosmogonie d'Urantia et j'avais expliqué en commençant ma conférence que je n'avais jamais lu le livre. Alors, j'avais frustré beaucoup de personnes et je leur avais dit que si le gars, lui, qui l'a écrit, ne l'avait jamais lu et qui pouvait écrire la cosmogonie, moi, je ne l'ai pas lu non plus et je peux aussi en parler. Alors, on fait référence à un endroit qui est particulier du monde astral, du monde des morts. Donc, c'est un monde parallèle à notre monde de matière. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de penser pour pouvoir se référer aux phénomènes incrustés dans le présent des choses du passé. Celui qui pense fait référence au passé pour expliquer le présent. Lorsque moi, je fais référence au passé, je donne des exemples, mais je n'explique jamais le présent ou le futur à partir des mécanismes du passé. Je permets de créer une structure qui peut permettre aux personnes de me suivre et par la suite, je fais référence à l'instantanéité pour pouvoir complémentariser ce que j'ai commencé à dire. Donc, je n'ai pas besoin de penser. C'est d'ailleurs extrêmement étonnant. Quand je joue aux échecs, je joue comme ça. Clic. L'autre, il est là, puis il attend. Fait que là, moi, je niaise. Puis quand il a joué son morceau, ben alors là, je joue. Puis l'autre, il recommence à penser. Fait que là, il faut que j'attende. Là, il joue son morceau, ben là, je joue. Alors, je joue pas souvent aux échecs. Lors d'une de vos premières conférences, vous avez dit avoir déjà ramassé un homme ivre-mort sur la rue, sous prétexte que personne ne voulait en prendre la responsabilité. Effectivement, c'était un avant du Pourquoi cinéma. aujourd'hui choisissez-vous de laisser mourir un homme à moitié mort sous prétexte que vous ne pouvez pas l'aider? Est-ce un changement de valeur ou un signe d'évolution? Bon. Lorsque j'ai ramassé ce bonhomme, pour peut-être faire référence aux personnes qui sont ici, c'était en avant du cinéma Papineau. À l'époque, c'était pas un cinéma de fesses. Il y a des bonnes vues. Et en sortant, ben, alors, tout le monde passait par-dessus une alcoolique qui était étendue à terre. C'était un peu l'hiver. La personne était en train de geler. Étant dans une société où je sais que les portes peuvent s'ouvrir, je sais qu'on a un système de police, qu'on a un système ambulancier, qu'on a des hôpitaux, il était donc tout à fait écologique de prendre la personne en main parce qu'elle était sauvable. Alors, j'ai pris la personne, j'ai vérifié premièrement si elle n'était pas morte. Elle n'était pas morte, elle était ivre-morte. Alors, on l'a trémoussée un peu, elle s'est levée, et puis j'ai demandé où elle restait, elle m'a donné un nom de rue, je l'ai transportée, enfin, elle s'est accotée sur moi, m'alcoolisant un peu. Et lorsque je demandais aux passants si ils connaissaient ce nom de rue, que je ne connaissais pas à l'époque, personne ne me répondait, parce qu'on était tous convaincus qu'on était deux tueurs ou deux alcooliques ensemble. J'ai fini par trouver l'endroit, j'ai rentré chez un de ses amis qui ne boit pas, et lui a été tout à fait en extase de voir que ça se peut pas qu'un passant aille ramener son chum chez lui. Alors aujourd'hui, si c'est à recommencer, je refais la même chose. Tout à l'heure, je parlais par exemple, dans un pays sous-développé. J'ai été dans des pays sous-développés où on a des personnes, par exemple, qui sont dans des immenses tas de détritus. Ils ne chassent pas les mouches, ils les mangent. Et aller aider cette personne, il n'y a rien à faire. Cette personne, ce n'est pas un être humain, c'est un animal. Elle n'a pas de conscience d'elle-même, elle ne souffre pas. Vouloir la mener quelque part pour qu'elle devienne humaine, qu'elle apprenne à souffrir, qu'elle ait besoin après ça de travailler pour manger alors qu'avant elle n'avait pas besoin, elle n'a pas la conscience de vivre cet état de choses. C'est comme lorsqu'on est allé civiliser les Inuits. On leur a dit qu'ils étaient des sauvages. Mais ils étaient bien avant. Maintenant, ils sont civilisés. Là, maintenant, ils sont plus sauvages. Lorsqu'on est venu ici pour pacifier les Indiens, qui se battaient presque jamais, on les a unis contre nos ennemis. Puis comme nos ennemis ont pris le reste des mêmes nations, puis les ont unis contre nous-mêmes, évidemment, les Indiens ont commencé à s'entretuer autrement que pour des motifs religieux. Parce qu'avant, l'Indien se battait que pour Dieu. Enfin, pour le Manitou, pour son Dieu, pour sa religion. Pour le guerrier, le chasseur. Alors, ce qui arrive, c'est que même aujourd'hui, lorsque je rencontre une personne qui a des problèmes, si je peux l'aider, je l'aide. Si je ne peux pas l'aider, je ne l'aide pas. Comme une personne vient me voir ici et elle me dit « Je suis alcoolique, je veux m'en sortir, qu'est-ce que je peux faire? » Je la réfère aux alcooliques anonymes. La société, elle est déjà construite pour recevoir ce genre de personnes. Alors, je ne veux pas la prendre en main. Là, je perds de l'énergie. Là, je perds mon temps et je lui fais perdre son temps. Je dis à la personne d'y aller. Si elle me dit « J'ai déjà été, mais ça n'a rien donné », au moins, elle a fait un pas qui déjà peut l'aider. On peut peut-être jaser et on vérifie les choses. Mais aujourd'hui, je me promènerais, je rencontrerais un alcoolique à terre, je ne pilerais pas dessus. Puis ça n'a rien à voir parce qu'écologiquement, il traîne dans la rue, ça nuit. Et le bonhomme chaud comme ça, il nuit parce qu'il empêche l'humanité d'évoluer. De iota, mais n'empêche que c'est un humain. Et si moi je le prends, je le relève et je l'amène chez lui, il restera toujours une trace chez lui. C'est qu'il y a quelque chose dans la société que lui ne connaît pas, parce qu'il ne se rappellera pas que je suis passé, mais il y a quelque chose de neuf qui maintenant existe chez lui. Ça fait quelque chose. Pour lui, je m'en fous. Mais c'est quelque chose qui est bon pour l'humanité, alors c'est quelque chose que je fais parce que je peux le faire. Mais si vous me dites, un jour tu passes, tu es dans c'est l'apocalypse,
Et puis là, il y a un paquet de personnes qui sont en train d'agoniser. Qu'est-ce que tu fais? Ben, vous donnez un exemple. Lorsque j'étais ambulancier, on pouvait arriver sur un accident d'auto. Et là, il y avait 3 blessés. Une personne morte. Non, c'est pas un blessé. Une personne très jeune, un enfant en train de mourir. Et une autre personne qui est relativement gravement atteinte et qui va mourir dans les 5 minutes si on ne s'occupe pas d'elle. On est 2. Il faut qu'on se mette 2 sur un patient. Lequel? Qu'on s'occupe de l'enfant ou de l'adulte? On s'occupe de l'adulte. L'enfant, il est déjà en arrêt cardiaque, mais l'enfant qui meurt. Parce que si on s'occupe de l'enfant, on risque de ne pas le ranimer. Pendant ce temps-là, on perd l'adulte, donc on perd tout le monde. Alors l'enfant, tant pis pour lui. On s'occupe de l'adulte est toujours vivant, mais l'adulte perd énormément de son sang. On s'occupe de l'adulte, disons qu'on va stabiliser l'état de santé de l'adulte, et si par la suite on peut s'occuper de l'enfant s'il reste encore du temps, tant mieux. Sinon, on ne le fait pas. Est-ce que ça veut dire que c'est une marque d'évolution? Est-ce que je laisse absolument rien? Parce que, moi, vous dire une chose, c'est que taper sur un adulte, je vais vous regarder de travers. Taper sur un enfant, on va peut-être vous sauter dessus encore. Alors, si je laisse un enfant mourir pour sauver un adulte, c'est parce qu'il y a de l'intelligence quelque part. L'adulte est sauvable, l'enfant, on ne sait pas. Dans un pays sous-développé, moi, je ne peux pas rien faire, laisse-le là. Ne commence pas à broyer, ne t'apitoie pas, ça ne sert à rien. Ça ne servira pas à la personne. Ça va te hanter après. Mais quand tu reviens, je vais vous donner un autre exemple. J'ai un de mes amis qui, à un moment donné, dans la jungle, avait amené un transistor. Et on a rencontré des indigènes qui ne connaissent pas de transistor, ils ne connaissent même pas l'électricité. Comme cadeau, ils voulaient leur donner le transistor. Oui, les autres avaient écouté, c'était génial, c'était le paradis, c'était incroyable. Mais qu'est-ce qu'une tribu indigène avec un transistor Dieu, avec de la musique qui vient du ciel, de n'importe où, avec des autres qui ont des tam-tams, des roches, puis des rottes, puis là, ils entendent des choses. Des orchestres complets dans une petite boîte. C'est merveilleux, mais quand les batteries sont à plat, qu'est-ce qui se passe? Là, maintenant, ils en ont besoin de leur radio. Ils l'ont même incorporé dans leur culte. Mais Dieu répond plus. Dieu ne marche plus. Dieu les abandonne. Parce qu'ils ont trahi Dieu, ils ont accepté quelque chose des hommes blancs. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Le gars est revenu, il est ici, présentement, il dort quelque part, bien heureux d'avoir aidé des indigènes. Il leur ennuie comme c'est pas possible. Moi, je pouvais paraître sans cœur. Non, tu le ramènes. Mais oui, mais ça leur plaît, je m'en fous. Ils vont souffrir 2 jours quand on va être partis. C'est tout. Laisse-leur. Tu vas voir comment ils vont être pognés après. Alors, c'est le même phénomène. Si c'est à refaire, je referai. Comment peut-on reconnaître l'amour de l'homme nouveau par rapport à l'homme ancien? Et comment l'amour peut se manifester de l'homme ancien à la femme nouvelle ou vice-versa? D'un homme ancien, l'amour est toujours possessif. L'amour est un amour qui est restreignant, c'est un amour qui est limitatif, c'est un amour qui demande de l'énergie, c'est un amour qui doit toujours être prouvé. Alors, si l'homme ancien aime une femme nouvelle, il faudra que la femme nouvelle lui prouve qu'elle l'aime, parce que l'homme ancien ne le saura pas. Alors, il faut que la femme, donc, s'assujettisse un peu à l'homme ancien, sinon l'homme ancien ne saura pas que la femme l'aime. Comment peut-on reconnaître l'amour de l'homme nouveau? C'est pas compliqué. Alors, si vous rencontrez un être nouveau, il va toujours vous laisser libre. S'il y a une intelligence de relation entre les deux, la relation aura lieu. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. De toute façon, il y a de plus en plus de personnes qui sont transitives qui arrivent à cette phase nouvelle. Vous allez finir par le rencontrer. Mais perdre du temps en paquet de choses, l'homme nouveau ne le fait pas. Il aime, mais il ne perd pas de temps. Il économise énergie. Alors donc, comment reconnaître l'amour de l'homme nouveau par rapport à l'amour de l'homme ancien? Premièrement, ce n'est pas important comme tel, parce que lorsque l'être humain devient nouveau, il sait. Lorsque l'homme ancien est un homme ancien, il a de la grosse difficulté à accepter l'amour de l'homme nouveau. Un amour qui n'oblige pas celui qui aime à devenir l'esclave de ce qu'il aime. Pourquoi tant de séparations, tant de divorces, si nous avons tellement besoin d'amour? Et comment aimer les enfants de l'autre? Premièrement, sachons que les enfants de l'autre, ça n'existe pas à l'échelle de notre planète, ça n'existe encore que dans le monde de l'homme ancien. Les enfants sont des êtres humains authentiques à part entière qui n'appartiennent pas. Ils ont une cellularité qui a été générée par le corps de leur mère, mais est-ce que l'enfant appartient à sa mère? Pourquoi il appartient pas plutôt à sa grand-mère? Parce que la grand-mère a créé la mère a créé l'enfant. Pourquoi il appartient pas à l'aïeul? Alors, si on veut que ça appartient à quoi? Lorsque l'enfant a mangé, après 2-3 mois, l'enfant a mangé, toutes ses cellules ont été régénérées parce qu'il a mangé, donc l'enfant appartient maintenant à la terre, puis à la mère. À moins qu'il ait mangé la mère. Pourquoi
tant de séparations, tant de divorces? Pour la simple raison que de plus en plus l'humanité évolue. Et plus l'humanité va évoluer dans le monde civilisé, plus il y aura de séparations, de divorces. Parce que les unions sont toujours faites de façon émotive. Lorsque l'évolution se fait, la femme devient mentale. La femme, elle a changé en maudit depuis les 20 dernières années. Elle devient mentale. Elle est capable maintenant de se gérer. Alors l'homme aussi évolue lentement, ce qui fait que lorsqu'ils évoluent, ils veulent maintenant être indépendants. Et ils deviennent transitifs. Mais l'homme transitif est toujours un révolté. Ne comprenant pas ce qui se passe, avant c'était tout, maintenant c'est rien. Lorsqu'ils seront nouveaux, ben là, ils vont comprendre l'intelligence des formes d'union qui ont des raisons intelligentes d'être. Présentement, il y a tant de divorces et de séparations pour la simple raison que, là, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a autre chose. Que moi, je veux être libre, qu'il y a des choses que je veux faire. La femme veut le faire, l'homme veut le faire. Les deux êtres évoluent maintenant à leur propre rythme. Ils sont toujours collectifs, mais ils ont une tendance à être de moins en moins collectifs. Alors, ils coupent parce qu'il est plus facile, ils coupent déjà par ceux qui les manipulent autour d'eux. C'est donc tout à fait normal. Je ne dis pas que c'est plaisant, c'est vache, mais pour l'instant, c'est la seule chose qui va permettre à l'humanité. Si la femme n'aurait pas commencé à travailler, jamais elle n'aurait été libre. Commençant à travailler, on le sait, du moment que la femme a commencé à travailler, on a eu plein de divorces, on a eu plein de séparations, on a plein de chicanes. Parce que la femme devenant autonome financièrement, elle devient donc autonome aussi au niveau de sa gestion. Elle peut décider de s'acheter du linge, elle peut s'acheter un auto, le bonhomme ne veut pas s'en acheter un pareil, elle travaille. Elle peut acheter de nouvelles choses dans la maison. Elle n'a plus besoin de elle peut s'inscrire à des cours. C'est son argent, il n'y a rien à dire. Mais automatiquement, ça crée un conflit parce que traditionnellement, ça n'a jamais été vécu dans nos foyers. Alors, ce qui fait que l'homme ne sait pas comment s'adapter. C'est du neuf, ça. Alors, l'homme se référant au vieux. Oui, mais dans mon temps, comme les adultes font souvent par rapport aux enfants, pour expliquer le neuf, on se réfère au passé. Alors, évidemment, ça ne marche pas. La femme, elle a bien fait, ça crée des problèmes de foyer. Eh bien, tant pis. Est-ce qu'on va laisser la femme de rester un esclave toute sa vie pour sauver nos foyers? Ben, nos foyers vont être perturbés pendant un bout de temps. J'ai déjà dit que la femme, en se libérant, a libéré l'homme. C'est un fait. L'homme a commencé à cuisiner. L'homme a commencé à laver ses bobettes. L'homme a commencé à se rendre compte qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Donc, la femme a libéré l'homme. C'est une libération de l'humanité. Et c'est parfait. Que ça perturbe les foyers. Eh oui, que voulez-vous? Mais on se rend compte que l'homme, maintenant, est capable d'éduquer des enfants. Maintenant, on a des hommes qui ont la charge des enfants lors des divorces. On sait maintenant que l'homme peut aimer des enfants, ce qu'on ne savait pas avant. Pourquoi on ne le savait pas avant? Parce que l'homme ne pouvait pas. Et maintenant, il le fait. La femme le fait. La femme, maintenant, peut gérer ces choses. La femme peut être une femme d'affaires. Avant, elle ne pouvait pas. Alors, je sais que ça crée des problèmes au niveau des foyers. Je suis contre ce genre de problème, mais je suis prêt à accepter ces problèmes pour que l'humain devienne intelligent. Les problèmes vont se résoudre par la suite et on n'en aura plus de ce genre de problème. Avec deux êtres libres, même, y compris les enfants. Plusieurs êtres libres. L'amour réel est-il lié à l'objectivité de la conscience? L'amour réel est simplement la perception des choses telles qu'elles sont. Simplement. Simple. Simple. Vous voyez une chose, elle est ce qu'elle est. Contentez-vous donc de la laisser être ce qu'elle est. Un être humain vient, il est ce qu'il est. Il n'est pas stupide, il n'est pas laid, il n'est pas beau, il n'est pas intelligent, il n'est pas flyé, il est ce qu'il est. S'il y a une relation que vous pouvez vivre avec, vivez-la. Quand la relation doit être finie, elle est finie. Aucune souffrance, que de l'amour, mais de l'amour intelligent. Objectivité, il faut s'entendre. Juste, simplement accepter les choses comme elles sont. Les plantes poussent, merveilleux. Les plantes meurent, merveilleux. Aujourd'hui, justement, on regardait les feuilles des arbres tomber. Alors, ça tombait. Puis là, ma femme me dit, « Ouais, c'est pas pire. Mais il y en a d'autres qui vont pousser. Printemps prochain. » Ben, c'est ça. C'est parfait. Tout à fait en extase devant les feuilles qui tombent, devant les feuilles à terre, les couleurs, les arbres. Ouais, c'est bon, ça. Il y en a d'autres qui vont pousser. Pas plus compliqué que ça. Et c'est au-delà du bonheur. Il n'y a pas de peur de le perdre. On ne peut pas le perdre. Étant donné que ce n'est pas les autres qui nous l'amènent, ils ne peuvent pas nous l'ôter. On s'est réglé. Et ne le donnez pas aux autres. Laissez-leur la possibilité d'arriver à se gérer eux-mêmes. Ils seront comme vous, au-delà du bonheur. Lorsque cela sera fait, l'humain va recommencer à vivre des relations, l'humain va recréer des foyers par intelligence. Tant que l'humain a besoin de procréer, l'humain aura besoin de foyers. On n'aura plus des pitous enfants. On aura des êtres humains enfants. Comment expliquer que je goûte davantage les moindres cadeaux de la vie quand je suis seul, alors que je suis avec quelqu'un présentement? Ce n'est pas serein ni vraiment harmonieux et pourtant je redoute le fait de ne plus avoir d'homme près de moi.
Bon, le fait de ne plus avoir d'homme, c'est parce que présentement, la personne expérimente le contact de l'homme. Même si elle n'aime pas, ça fait partie de ce qu'elle connaît. Si l'homme s'en va, c'est du neuf. L'homme ancien, la femme transitive, la femme ancienne, elle a de la difficulté à accepter de vivre le neuf. L'âme ne veut pas vivre du neuf. Tandis que quand elle est seule, elle est plus individuelle dans sa conscience. Alors, son énergie n'étant pas suctionnée par le contact de l'amour avec l'autre, étant individuelle, elle peut maintenant se gérer. C'est donc une femme transitive, ça va de soi, et elle peut se gérer. Elle n'haït pas, mais elle découvre que... Un jour, je disais, quand on a fait une conférence sur le couple nouveau, les couples nouveaux vont coucher dans 2 lits différents, possiblement même dans 2 chambres différentes. Et là, ils vont bien dormir. De temps en temps, ils vont coucher ensemble. Parfait, ils coucheront ensemble. Mais quand le matin, le bonhomme veut se lever, la bonne femme veut rester couchée, s'ils ont chacun leur lieu, il n'y a aucun problème. Il n'y a plus de problème. Et ils vont dormir d'une façon impeccable parce qu'il n'y en aura pas un des deux qui va perturber le sommeil de l'autre. Et ça va venir. De plus en plus. La femme qui pose cette question, il y a des choses qu'elle doit faire aussi pour pouvoir rester dans son intégralité. Sinon, elle reste collective, collectivisée quelque peu par l'homme avec lequel elle reste. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas la faute de l'homme, c'est la faute de la conscience collective. C'est la faute de ce qui manipule l'humain. C'est la faute de ce qui gère les âmes. La semaine prochaine, on aborde le mécanisme, la limitation de la conscience collective. Il y a eu des questions, disons, relativement à ce sujet. La semaine prochaine, on va l'aborder. Une chose importante, souvent, les personnes se fient au titre pour savoir si ça peut leur apporter quelque chose ou non. Faites attention, il y a beaucoup de titres qui ne sont que des titres. Bonne soirée. Eh bien, merci beaucoup, Daniel.